C'est l'entre-deux tours, l'entre-deux cuites, l'entre-deux repas beaucoup trop lourds, et on a mal aux cheveux. Enfin moi, pour mon cas, j'avais mal aux cheveux. Peut-être que toi, t'avais pas mal aux cheveux parce que tu bois pas d'alcool, peut-être que toi, t'es raisonnable. Bravo à toi, c'est bon, c'est pas la peine de te la raconter. Bon, parlons jeu, on va digérer, et moi je vais t'aider à digérer. Digère avec moi, pense à autre chose. On libère ton esprit, décuve. Et puis pour ceux qui bossent, c'est mon cas, bah, force à vous. Salut l'ami, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, je te parle de... Et là, tu vois, je suis en train de tourner, je te dis. Je suis en train de tourner la vidéo, et je ne sais pas encore combien de jeux. Et ça, tu te dis, mais attends, gars, tu prépares pas, t'es con ou quoi? Un peu. Mais... c'est surtout que ça va dépendre de mon phrasé, ça va dépendre des choses, comment est-ce qu'elles vont sortir. Peut-être que je vais parler trop longtemps et que je vais te dire, bah il y aura 5 jeux. Peut-être que je vais être un peu plus rapide et je vais te dire qu'il y en aura 6. Voilà où on en est aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on dit merci à tous les petits copains du Ko-fi. Et oui, le Ko-fi en cours en ce moment pour démarrer cette nouvelle année, je te propose de remporter, si tu veux aider la chaîne en tout cas, une copie, la copie boutique d'ISS Vanguard. Eh ouais. Pour ça, c'est simple. Suffit juste que tu fasses partie, que tu sois membre du carton généreux. 4 € par mois. Si tu veux aider le petit copain qui est en face de toi, on se regarde, on s'aime beaucoup, et bah tu peux. Mais sinon, c'est pas grave, je t'aime quand même, il n'y a aucun souci pour ça. On like, on s'abonne, et on commence maintenant. Ok, vous en avez entendu parler hier, demain, pas encore demain, parce que bref, tout le monde en a parlé, je vous en avais parlé sur la vidéo de Vichy, je l'avais testé, j'avais pas trouvé ça dingue, mais parce que les conditions n'étaient pas folles. Donc je vais pas faire très long là-dessus, parce que vous l'avez vu, et ça c'est vraiment dans... on sait plus quoi en faire. Ça, je t'explique le truc, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr de ça me plairait ou pas. Donc, astuce de filou, je l'ai offert à un pote pour son anniversaire, et voilà. Du coup, si j'aime pas, bah c'est pas grave, c'est pas le mien. Et si j'aime bien, et bah il le ramène et j'y joue. Et c'est comme ça que... Et oui, mais il y a un moment, faut toujours avoir one step ahead, tu vois, une longueur d'avance. Bombusters, jeu coopératif de déduction avec 66 missions à l'intérieur, qui est la feature principale qui en fera quelque chose de différent. Parce que 66 missions qui vont apporter des règles nouvelles, des éléments nouveaux, des choses, voilà. La règle de base, elle est simple, on va couper des fils dans le but de désamorcer la bombe. Comment ça se passe? T'as des fils devant toi qui vont de 1 à 12, tu les classes par ordre croissant de gauche à droite, évidemment les distribues au hasard. Si tu as un fil d'une certaine valeur, eh bien tu vas pouvoir aller voir ton coéquipier et dire « Je pense qu'à cet endroit-là, tu as, par exemple un 2, j'ai un 2, tu dis « Là, il y a un 2 ». Ah, t'as bon? Très bien, on met face visible les fils. Ça, c'est la première manière de couper. La seconde manière de couper, c'est si jamais tu possèdes les 4 exemplaires, les 4 itérations de ces fameux chiffres, et ben dans ce cas-là, tu peux tous les sortir. Tu la mets sur la table comme ça, paf! Devant tout le monde, et ils n'ont rien à dire. C'est comme ça, et tu les sors, et donc on sait qu'il n'y a plus de ce chiffre-là en jeu, et donc ça facilite forcément la déduction. Attention, il y a des chiffres jaunes, les chiffres jaunes, eh bien, ça se coupe avec un autre chiffre jaune, donc voilà, et des chiffres rouges, si jamais quelqu'un désigne un chiffre rouge, c'est perdu immédiatement. Parce que si jamais on déduit mal, on dit bah, c'est un 2, mais en fait c'était pas ça, la personne qui était mentionné, toi t'avais un 2, il dit non moi j'ai pas un 2, donc comment tu fais? Bah tu prends le petit marqueur du chiffre qui correspond à ce que t'as désigné. Si t'as montré un 3 au lieu d'un 2, bah il met un petit 3, ça permet d'aider un petit peu. Par contre, on a un cadran qui se rapproche de la destruction, de l'explosion de la bombe, donc tu le décales un petit peu, et si jamais t'arrives au dernier loquet, et bah c'est perdu, perdito, c'est fini, tu mets ça dans l'ordre que tu veux, mais sinon... bah c'est gagné si jamais t'as coupé tous les fils. Voilà. À côté de ça, tu as des équipements que tu vas pouvoir piocher au hasard en fonction du nombre de joueurs, que tu vas pouvoir débloquer, parce qu'au départ ils sont pas utilisables, débloquables, en fonction du chiffre que tu vas couper. Si t'as un équipement avec un chiffre 2, et bah dès que tu coupes des fils 2, et bah hop, tu peux utiliser l'équipement. Dans ces équipements, tu vas avoir des choses qui vont t'empêcher de faire progresser la flèche si jamais tu te plantes, des trucs genre un Super Zob 3000, tu vas hop pointer ton coéquipier, tu vas dire peu importe où, je sais que t'as un 4, et si on a un, hop, il le sort. C'est comme ça, et
t'as un Super Zob 2000 aussi chez toi, et bah le Super Zob 2000, à quoi il sert? C'est simple, tu vas pouvoir désigner 2 fils. Si jamais t'es pas sûr, ça va arriver souvent ça. Tu vas dire, bah entre là et là, je pense que t'as un 3. Oui, c'est bon, hop, l'autre il le révèle. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Évidemment, le cherry on the cake, la cerise sur le gâteau de ce truc-là, c'est qu'il y a des boîtes à débloquer, vous avez des missions différentes jusqu'à 66 avec des éléments différents, des autocollants, des choses comme ça, et ça forcément ça rend la chose très addictive parce qu'au fur et à mesure que vous allez jouer les différentes parties, et bien vous allez avoir des petites choses en plus qui vont rendre les choses, qui vont ajouter et apporter de la variété. J'en suis rendu, je sais plus, 25, 28. Mission 28 sur 66, voilà, j'ai pas tout fait, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de continuer. Bombusters, c'est... on sait pas ce que c'est, qu'est-ce qu'on estime? Ouais, c'est adoré. C'est adoré sur la chaîne Jean Carton. Attention cependant, be careful. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs configurations de joueurs. On l'a lu partout. 2 joueurs, trop facile. 3 joueurs, pas intéressant. Comment ça se passe? Moi, je te le dis comment je l'ai vécu. J'ai commencé à 2 joueurs. À 2 joueurs, chaque joueur a 2 chevalets. Et donc, c'est 2 paquets différents de fils. Il les classe. Voilà. Ça rend les choses... ça fonctionne très bien. Attention. Par contre... c'est plus simple en effet que si on est plus de joueurs. J'ai joué à 3 et à 4, j'ai pas joué à 5, on peut aller jusqu'à 5. J'ai joué à 3 et à 4. Et là par contre c'est différent parce qu'à partir de 3 joueurs ça devient plus compliqué parce qu'il y a plus, de dénominateurs quoi. Il y a toi et il y a toi. Et qui c'est qui a ça? Ah bah là, faut se creuser un peu les méninges. À 4 joueurs c'est encore plus complexe dans le sens où chacun a un seul chevalet. À 3 joueurs il y en a un qui en a 2. Voilà. Donc... libre à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Si vous voulez un jeu coop chill, qui se passe bien, et en configuration de joueurs, ça le fera. Il n'est pas extrêmement difficile, par contre, vous avez toujours ce truc de la découverte, de découvrir les prochaines missions, etc. Par contre, si vous voulez un défi vraiment relevé, ça, je vous conseille d'y jouer à 4 ou 5, et c'est là que ça prendra tout son sens, si vraiment vous cherchez un défi très relevé et que vous n'avez pas peur de perdre. Voilà. Attention, à 2 joueurs, à 3 joueurs, on perd aussi. Forcément, c'est un peu plus simple. Voilà pour Bombasta. Je te parle d'un truc ensuite, tiré d'une bande dessinée que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam. Je ne connaissais que dalle avant que le Kickstarter débarque. Je te parle de Torgal. Torgal, je ne connaissais pas, mais je ne connaissais rien. Je n'ai même pas l'existence de ce machin-là. Donc je suis désolé, je te le dis. Non, je suis pas désolé, en fait, chacun connaît ce qu'il veut. Tu connais quoi, toi? Tu connais le catch? Moi je connais le catch, tu connais? Bah moi je connais pas Torgal. Torgal, le jeu de plateau, donc c'est un jeu tiré de cet univers de Torgal que j'ai appris gentiment à découvrir via ce jeu. Voilà, donc c'est un univers c'est un univers médiéval, je pense, je peux le dire, un peu fantastique, oui, tu me as le droit de dire si je me trompe, sur la mythologie nordique. En tout cas, empreint de mythologie nordique. Il y a du Odin, il y a du Thor, il y a du Loki, il y a des choses comme ça. Et il y a du moi qui tousse. Donc c'est un jeu coopératif, d'aventure narrative, légèrement narrative, j'y reviens après, dans lequel on va incarner donc les protagonistes de l'univers de Torgal, et on va devoir donc au travers de 7 scénarios, jouer de manière à réussir le scénar. Voilà, c'est ça le but. Première chose, je vais pas rentrer dans tout le détail du gameplay. On est sur une mécanique améritrage, donc autrement dit, chacun va faire une action pendant son tour, ou 2. Ça c'est dans l'améritrage classique, ici ce sera qu'une. Le truc c'est que, déjà, première originalité du jeu, vous avez une frise de cartes qui sont des actions que vous allez pouvoir réaliser, et ces actions sont prédéterminées par le scénario que vous allez jouer. Donc vous allez avoir 6 cartes, je crois. C'est ça. Une carte action déplacement, voyage, action collecte, bref. Pour déclencher une action, vous avez des jetons de poker. Vous allez placer ce jeton de poker sur la carte correspondante et hop, vous réalisez l'action. Sauf qu'il y a déjà un premier twist, c'est que certaines de ces cartes actions vont pouvoir être bonusées en fonction de la position des autres jetons ou sur cette carte même ou sur les cartes qui se trouvent à droite ou à gauche. Très intéressant. Par exemple, je veux fabriquer, qui est le fait de prendre une carte équipement. Très bien, je me mets ici. L'action est de 0. Ah, je peux piocher 0 cartes. C'est un peu con. Oui, mais plus 1 pour chaque jeton qui se trouve à gauche, actuellement, de celui que tu viens de placer. Ah, il y en a 3 à gauche, bim bam boum, je pioche 3 cartes. Tu vois l'esprit en tout cas. Autour de ça, il y a d'autres originalités. Vous allez donc vous déplacer à travers d'une map. L'idée, ça va être de réaliser des actions qui sont en lien avec le lieu où vous vous trouvez. Ces actions, vous allez pouvoir attribuer des matériaux sur une action spécifique pour pouvoir déclencher un événement narratif ainsi que des bonus. Vous allez pouvoir combattre des ennemis qui se trouvent sur un des points de la zone où vous êtes. Vous allez pouvoir, indépendamment de ça,
utiliser l'action de voyage. Alors l'action de voyage, c'est une carte avec une grille de temps par temps de petites cases, et vous allez utiliser un truc qui est essentiel, qui est central dans le jeu de Torgal, le jeu de plateau, ce sont des polyomino. Vous allez placer des polyomino en fonction de votre expérience en termes de voyage, c'est-à-dire qu'au départ vous avez un petit cube vert qui est tout en bas, vous allez avoir un polyomino de 2 ou de 3 cases, au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez avoir des polyomino de plus en plus grands ou de dispositions différentes. Ces polyomino, vous les placez donc sur ces cases voyage, et vous récupérez toutes les ressources que vous allez recouvrir, mais également vous allez subir les différents effets négatifs qui sont liés aux cases jaunes et aux cases rouges, donc ça va être des blessures, ce genre de choses-là. Au fur et à mesure, vous allez débloquer de nouvelles cartes voyage, gagner des bonus, etc. Et ce sera l'une des ressources principales d'obtention de ressources. Voilà, c'est une des manières principales d'obtention de ressources, c'est surtout ça que je voulais dire. Ça, pour le voyage, là, c'est très intéressant. Mais ces polyomino, ils ne servent pas qu'à ça. Ils servent également au combat et au fait que vous allez subir des blessures. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, parce que les combats, lorsque vous allez combattre, vous allez utiliser également ce type de carte. Vous allez devoir placer des polyomino et recouvrir des cœurs noirs qui correspondent à la vie des ennemis. Si vous recouvrez tous les cœurs noirs, l'ennemi est éliminé. Mais également, vous avez des cases jaunes et rouges qui vont vous faire subir des malus. Mais lorsque vous subissez vous-même des blessures, eh bien le jeu va vous dire quel type de blessure vous allez subir, et bien dans ce cas-là vous allez prendre les polyomino correspondants et les placer sur votre plateau double couche dans le but de la faire rentrer, et si ça rentre pas, votre personnage est mort et tout le monde perd la partie. Ça c'est vraiment ce double système d'action avec les jetons de poker et les polyomino, c'est quelque chose de très original que je trouve déjà très remarquable en tout cas dans ce type de jeu qui permet d'apporter une touche supplémentaire dans un jeu que je n'attendais pas, parce qu'encore une fois je ne connais pas du tout Torgal, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très plaisant concernant ce Torgal. J'irai du côté du bémol. Côté du bémol, je te l'ai expliqué, je ne connais pas l'univers. Donc ça, c'est une chose, je ne peux pas imputer ça au jeu. C'est moi, je ne connais pas, c'est de ma faute. Voilà. Mais il y a quand même certaines choses qui, je pense, auraient pu être un petit peu plus travaillées. Par exemple, vous allez prendre le premier scénario, je vous spoil rien d'autre, mais vous allez être en gros réduit à l'état d'esclavage parce que, réduit en esclavage plutôt, par un prêtre fou qui veut construire une tour religieuse, enfin bref, peu importe. Le but sera de détruire cette tour, soit en faisant un soulèvement auprès des esclaves, soit en récupérant ce qu'on appelle les pierres de lune, qui sont des pierres très fortes qui permettent de générer des explosions. Voilà, je te la fais courte. Le truc, c'est que parfois vous avez des événements qui vont se déclencher, donc même pas parfois, même à chaque fin de manche, vous allez avoir des événements qui vont se déclencher en fonction des paquets qui sont prédéterminés par le scénario. Ces événements, parfois, ils collent pas vraiment narrativement parlant ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, à un moment donné, vous êtes enchaîné encore, vous n'avez pas encore brisé vos chaînes, et on vous explique que vous êtes en train de vous battre avec des tigres des neiges. Mais je suis dans un lieu, dans une carrière, en gros, on récupère de la pierre, etc. Pire encore, je trouve une carte qui me dit que, il va falloir jeter des choses par-dessus bord parce que le bateau va couler. Quel bateau? Quel vélo? On sait pas, tu vois. Ça, c'est des choses qui sont un peu dommageables, un peu dommages, je trouve, par rapport à l'immersion. Également, lorsqu'on va réaliser des actions, c'est vraiment un des points spécifiques du plateau de jeu, on va réaliser surtout des actions par pur opportunisme. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 2 morceaux de bois et que cette action me permet de la résoudre s'il m'en faut 3, et bien je vais plutôt m'orienter vers ça parce que ce sera plus facile à faire. Et non pas par cohérence scénaristique. On n'est pas en train d'établir un grand œuvre, on n'est pas en train d'aller d'un point A à un point B, on n'a pas vraiment un objectif comme ça, c'est plutôt une progression qui est très opportuniste, et c'est quelque chose que je trouve dommage encore une fois par rapport au fait que Torgal propose plusieurs manières de remporter chaque scénario, donc il y a une rejouabilité qui est vraiment existante par rapport à ça, mais on n'ira pas chercher ces victoires en étant scénaristiquement cohérent. C'est ça que je veux vous dire. C'est quelque chose que je trouve un peu dommage, que du coup, ça m'a pas donné envie de découvrir Torgal. Ça m'a pas donné. Et ça, quand on a un jeu à licence comme ça, à mon sens, l'un des principaux buts, mets-le dans le sens que tu veux, c'est de te donner envie d'aller découvrir ça, de te donner envie de, si c'est tiré d'un jeu vidéo, d'aller jouer au jeu vidéo, si c'est tiré d'un bouquin, de lire le bouquin. C'est quelque chose qui doit te donner envie. Et là, j'ai pas ressenti cette envie parce que je ne trouve pas de cohérence finalement dans ce que je suis en train de faire. Voilà, donc c'est tout ce que je vais dire là-dessus. C'est un jeu qui est très original par certaines de ses mécaniques, notamment les polyomino et la gestion des actions. Le jeu est très beau, illustré d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, par la personne qui a illustré aussi Torgal. La BD, avec voilà ce petit souci de cohérence scénaristique que je trouve, mais quoi qu'il en soit, Torgal c'est un jeu approuvé sur la chaîne Jeux en carton parce qu'il fait bien les choses, il est solide, les règles sont bien écrites, on a vraiment quelque chose d'original qui fonctionne très bien, ce système de polyomino est vraiment chouette, les actions sont vraiment, le système de jetons d'action est vraiment original et très intéressant, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que vous allez passer de bons moments sur ce Torgal.
Je poursuis avec le jeu qui, moi, a rythmé mon réveillon de Noël et qui a priori rythmé le réveillon de bon nombre d'entre vous. J'ai eu du mal à le trouver pour vous le dire, j'ai fait quelques boutiques pour le trouver et c'est pas vraiment dans mes habitudes, dans le sens où je ne cherche pas de jeu d'ambiance généralement, mais là c'en est un. Je vais te parler... Attends. Je bouge mon setup parce que là, le jeu est gros. Non, je déconne, c'est juste que c'est le bordel. Je vais te parler de ce machin-là. Alors, Hitster Bingo, ça fait jeu de supermarché, on va pas se mentir, hein. Tu vois ça, tu te dis, bah, j'en ai rien à foutre, moi c'est bon, j'ai pas envie de jouer à Monopoly ou un truc de merde. Non, c'est différent de ça. En fait, ce truc-là répond à bon nombre de soucis liés au blind test. Je te le donne comme ça. Les blind tests, j'aime bien ça. J'adore la musique, je te l'ai déjà dit. Mais on sait comment ça se passe un blind test. Vous faites ça en entreprise, vous faites ça chez vous, faites ça en famille, etc. T'en as toujours un ou une qui de toute évidence va avoir la réponse dès les 2 premières secondes de la chanson. Et ça va flinguer le game, parce qu'il y en a certains qui vont juste plus vouloir participer, et c'est clairement comme ça que ça se passe aussi chez moi. Ça vient inhiber cette partie-là. Je ne connaissais, attention, pas les premières boîtes de Hitster, je te le dis, je connais que celui-là. Parce que tu vas avoir donc une boule, déjà au centre, une boule de disco. Cette boule, tu vas la faire tourner, et elle va indiquer un cadran qui est finalement la thématique de la réponse à laquelle de la réponse qu'on attend, par rapport à la chanson que tu vas entendre. C'est-à-dire que tu vas avoir soit trouvé la décennie de sortie de la chanson, l'année exacte, le titre de la chanson, l'artiste, etc. Ensuite, tu pioches une carte, sur cette carte il y a un QR code, tu le flashes avec ton téléphone, il faut Spotify Premium, voilà pour l'avoir, moi je l'ai depuis longtemps et certainement bon nombre d'entre vous aussi, vous flashez et bim, la musique se lance mais vous ne voyez pas le titre et tout, évidemment, sinon ce serait trop con. Donc l'idée c'est que tu réponds sur la planche, hop, tu as une petite planche, Velleda, on répond. Tous ceux qui ont bon vont pouvoir cocher une case de sa grille de bingo correspondant à la catégorie à laquelle on vient de répondre. Si c'est les décennies, par exemple, c'est violet, hop, on coche une case violette. Le but, c'est de remplir une grille ou une colonne de notre grille de bingo pour l'emporter. Simple comme bonjour, ça révolutionne, j'exagère, ça corrige en tout cas le souci qui existe sur les différents blind tests, et forcément, les blind tests, ça marche pour peu qu'on ait un minimum de sensibilité, même qu'on ait eu, parce qu'attention, on parle là des années 40 jusqu'aux années 2020 TD. Donc, il y en a pour tous les goûts. Pour ma part, je regrette qu'il n'y ait pas un petit peu plus de chansons françaises, mais forcément, il y a une boîte chansons françaises qui existe, parce que les cartes du Hitster classique et du Hitster chansons françaises s'intègrent là-dedans. Donc, forcément, il y en a toujours plus. Il y a toujours la question la durée de vie du machin, bah forcément, quand tu vas faire des soirées, et si t'es un petit peu nul, ce qui est arrivé chez nous, bah en 3 soirées, t'as torché le truc, hein. Très clairement, t'as torché toutes les cartes, hein. Alors forcément, le fait qu'il y ait plusieurs catégories, ça va changer les choses, mais c'est un petit peu, voilà, c'est pas la même chose que la découverte de dire « Ah, cette chanson, je la connais ». Bref. Voilà concernant Hitster Bingo, qui est un jeu très sympathique pour pouvoir jouer, voilà, c'est un jeu qui est adoré sur la chaîne Jeux en Carton, parce que vraiment, c'est le type de blind test que j'aime, et c'est le type de blind test qui sortira à chaque fois. En plus de ça, vous avez les cartes, hein, mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel autre support. Vous avez des blind tests qui existent en vidéo, vous pouvez tout à fait utiliser ça, vous vous débrouillez en fait, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous connaissiez ça? Nekojima, les poteaux, les fils, les chats qu'on vient accrocher, etc. Les dés qu'on lance pour savoir où est-ce qu'on doit placer les poteaux, etc. Ça tu connais, c'est très chouette. Jeu d'adresse qui marche très très bien, ça marche super bien avec mes gosses, ça marche super bien en famille, et vraiment je trouve ça très chouette. Aujourd'hui je te parle de ça. Donc l'extension Torii Pack, on va faire très simple, très court, parce que y a que ça dans l'extension. C'est un Torii et un chat qui est le Maneki Neko. Voilà comment il s'appelle. Le Torii, à quoi il sert ce double poteau là? C'est que tu le mets sur le plateau, tu lances 2 dés pour savoir entre lesquelles zones il va se placer. C'est comme ça que ça se passe. L'idée c'est que tu n'as pas le droit, avec tes poteaux, fils, chats, de toucher le Torii. Voilà, difficulté, elle passe de ça en début de partie à ça. Voilà, tu vois le genre? Bref. À côté de ça, tu as le chat, le Maneki Neko, qui est un chat blanc, qui est plus lourd que les chats noirs. J'ai regardé, il est plus épais, parce que je me suis dit, c'est pas possible, il est plus épais. Et lui, en gros, tu vas devoir le placer et déplacer à chaque fois que tu fais un résultat violet. Voilà. Donc ça rajoute une difficulté accrue à ça. Voilà.
Attention, moi pour le coup j'ai essayé de jouer avec mon fils de 5 ans avec ce truc là, ça a été très compliqué, parce que vraiment la difficulté est plus grande. Mais quoi qu'il en soit, si jamais vous cherchez plus de difficulté dans c'est-à-dire Maneki Neko, non Nekojima, et bah ça fait carrément le taf, donc c'est totalement approuvé sur la chaîne Jeux en carton. J'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est c'est très joli et que ça a toujours de la gueule, et que je trouve que Nekojima c'est vraiment un jeu qui devrait faire parler un petit peu plus de lui, parce que c'est vraiment très chouette en termes de jeu d'adresse. Je continue avec le même éditeur, Unfriendly Games, qui nous propose cette fois-ci un petit jeu solo war co-op qui s'appelle Dungeon Exit. Dungeon Exit, c'est un jeu type casse-tête avec des polyomino. L'idée, c'est qu'on arrive dans un donjon, il va falloir, donc on arrive par une entrée, il va falloir qu'on aille chercher une clé pour ouvrir un coffre, comme ça dans la caméra, hop, porte, clé, coffre, dragon, sortie. Voilà, ça c'est les petites choses qui vont être sur ton quadrillage. Et l'idée, c'est que tu vas avoir donc tes polyomino, un certain nombre de polyomino, et avec ces polyomino, il va falloir aller chercher les différents éléments dans l'ordre pour pouvoir résoudre le casse-tête. Les planches sont aimantées, donc... Planche. Tu vois. Là. T'as vu ça? Tu tapes dessus, ça descend. Bref. Les planches sont aimantées pour faciliter, pour éviter évidemment que quand tu mets un coup dedans, bah tout s'envole. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs configurations possibles, donc qui sont représentées là-dessus. Hein, donc tu vas tourner, tu vas avoir plein de configurations, des configurations solo, mais aussi des configurations coopération, dans lesquelles vous allez avoir des portails en gros de votre, enfin c'est surtout les escaliers, de votre plateau au plateau de votre coéquipier. Et tu vas aussi avoir la possibilité d'utiliser deux plateaux, grâce notamment avec cette boîte, là ça fait une espèce de donjon, tu vas mettre une planche en haut, une planche en bas, pour faire un système d'étage. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça marche, Dungeon Exit. Tu sais jouer à Dungeon Exit. C'est un jeu de casse-tête magnétique dans lequel, donc, il va falloir passer par tous ces petits points pour pouvoir l'emporter. Alors, c'est très sympathique. C'est très sympathique. C'est pas un jeu que je vais sortir tous les jours, très clairement. C'est un jeu que tu utilises que quand tu as un peu de temps à tuer, quand, je sais pas, tu regardes un truc, un événement sportif en fond, j'en sais rien, je te donne des exemples comme moi je pourrais l'utiliser, et hop, tu sors Dungeon Exit, tu sors les petites pièces, et c'est parti, tu fais ta petite config, et voilà, t'es lancé. Donc, Dungeon Exit, c'est approuvé sur la chaîne Jeux en carton, c'est très sympathique, ça permet un petit challenge solo ou duo si jamais on le préfère. Moi je préfère, dans ce genre de jeu là, je préfère jouer tout seul, après chacun fait comme il le souhaite, mais voilà, concernant ce Dungeon Exit. Et enfin, je termine par un jeu qui était l'une des plus grosses attentes, je crois, de cette fin d'année, à tel point qu'il est tombé en rupture de stock. Ou peut-être qu'il était en rupture de stock et que ça a créé aussi pas mal d'attentes. Moi, c'est ce qui s'est passé. Le jeu m'intéressait beaucoup. Je l'avais vu à Vichy, mais je n'avais pas pu y jouer. Ça m'avait un peu gonflé parce que j'avais trouvé personne pour pouvoir m'expliquer les règles. Bref, il est là. Je te parle de Daybreak. Daybreak, un jeu coopératif, construction de tableaux de moteurs sur l'écologie. Déjà, il y a quelque chose d'original. Construction de tableaux, moteur, coopératif, ça me plaît. Les règles sont très bien écrites, je préfère te le dire. Il y a un livret de règles qui est vraiment chouette, qui est bien illustré, qui est beau, bref. Déjà, quand tu ouvres la boîte, parce que c'est quand même un élément qui a fait causer, hop, tu as ça. Tu connais ça. Écologie. Voilà, c'est ça. Alors comment on appelle ça? Déjà, ils ont des petits stickers où il y a marqué « Je suis une alternative écologique au film plastique ». On avait compris, mais voilà. Donc tu as des petites boîtes comme ça en carton, ça ressemble à une petite boîte de sauce kebab, là. Et voilà. Ça, faut pas le jeter. J'ai vu que certains l'avaient jeté. Non, faut le garder, ça permet de caler le tout, là, et ça bouge pas, ça, en fait. C'est plutôt bien foutu. Bref, c'est un détail, mais je te le donne. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Jeu coopératif, je te l'ai dit. Le but, c'est que tu vas devoir donc survivre, entre guillemets, en tout cas, faire survivre la planète grâce à des actions qui ont pour but de réduire les gaz à effet de serre, tout en gardant un certain nombre d'énergies produites par le biais de l'énergie verte. Comment est-ce que ça se traduit dans le jeu? Tu vas avoir des cartes crises qui vont se résoudre à la fin de chaque manche. Ces cartes crises, tu les pioches au début de chaque manche, et donc il va falloir se préparer à les encaisser. À côté de ça, tu as des projets, des cartes projets globaux, qui sont des éléments qui vont te permettre de traverser ces fameuses crises. Mais le cœur du jeu, c'est ce fameux tableau que vous allez construire. Vous avez au départ 5 cartes qui sont liées à la nation que vous avez choisie. Vous avez les États-Unis, vous avez l'Europe, vous avez la Chine, et vous avez le monde majoritaire. Monde majoritaire qui est en fait les pays en voie de développement. Et j'aime beaucoup cette petite traduction. En fait, c'est marqué dans le jeu, c'est tiré du terme anglo-saxon. Voilà. Ils ont préféré garder ce terme-là, monde majoritaire, que dire pays en voie de développement, et je trouve ça un petit peu plus noble, entre vous et moi. Bref, peu importe.
L'idée c'est qu'on va donc avoir 5 cartes au début de chaque manche dans notre main, 5 cartes sur le plateau. Les cartes c'est une pioche, enfin c'est une main ouverte, tout le monde peut voir ce que vous avez parce que c'est un jeu coopératif. Et à partir de là, tout le monde joue en simultané dans l'ordre que l'on veut. Donc à partir de là, on va se lancer sur la phase d'action qui est la phase principale du jeu. Pour ça, on va dans l'ordre que l'on souhaite pouvoir utiliser les cartes qui sont déjà dans notre tableau en face de nous, ou jouer des cartes, d'ailleurs, qui sont dans notre main. Ces cartes-là, vous allez pouvoir les utiliser de différentes manières. Soit vous les mettez devant pour réaliser, pour créer une nouvelle action finalement avec les cartes précédemment installées, soit la placer derrière pour rajouter des icônes pour l'action qui est déjà en place. Et c'est grâce à ce système-là que vous allez créer un moteur de plus en plus fort suivant certaines actions. Par exemple, vous allez avoir la possibilité de créer beaucoup d'énergie verte, donc l'énergie qui va venir remplacer petit à petit l'énergie fossile. Vous allez pouvoir retirer cette énergie fossile, mais il faut faire super attention parce que la progression de demande en énergie, la demande en énergie est en progression constante, c'est ça que je veux vous dire, et donc vous ne pouvez pas retirer les énergies fossiles sans faire attention, parce que dans ce cas-là, vous ne pourrez plus répondre aux attentes des personnes de votre pays. C'est comme ça que ça se passe. Et vous allez avoir des actions aussi pour retirer les émissions de gaz à effet de serre, des actions qui permettront de soigner, entre guillemets, des communautés en crise, de gagner de la résilience écologique, sociale et industrielle, bref, ce genre de choses qui vous permettront donc de résister face aux différentes crises écologiques qui se profilent, parce que vous allez jouer comme ça, et après vous avez un système où vous allez générer donc des gaz à effet de serre, donc sont représentés par des cubes noirs, et ces cubes vont être générés en fonction de la somme de ce que vous avez en énergie fossile plus émission, mais de tout le monde. Et ça va être capturé par les arbres, les forêts, les mers, etc. Mais ce qui reste, ça va faire monter la température de la planète de 0,1 degré par 0,1 degré et déclencher de plus en plus de conséquences planétaires. On lance un dé pour vérifier ce qui risque de se passer. Donc est-ce que c'est la déforestation qui est impactée? Est-ce que c'est la sécheresse? Est-ce que c'est la fonte des glaces? Ce genre de choses-là. En fonction de la progression de ces différents marqueurs, on déclenche ou pas différents autres fléaux. Et on continue comme ça jusqu'à un maximum de 6 manches. Le but sera d'atteindre le day down, donc c'est ça, je crois que c'est le point de day down, le truc drawdown, c'est drawdown, où vous allez en fait absorber plus de gaz à effet de serre que vous en produisez. Et à partir de là, la fin de partie est déclenchée, il suffit de résister à la crise pour pouvoir l'emporter. Voilà comment, si je résume, comment ça se passe pour Daybreak. Donc déjà, c'est très original, ce système de tableau coopératif, ça me plaît beaucoup. Le jeu est magnifique, il épouse vraiment la thématique parfaitement grâce à ses illustrations, mais vous avez un challenge qui est, à mon sens, très variable, et ça va vraiment varier en fonction des cartes que vous allez piocher. Vous êtes très tributaire de cette pioche de cartes. Ça peut être quelque chose qui risque de rebuter certains d'entre vous, dans le sens où vous allez vous dire, soit on a un peu de chance, soit on n'a pas de chance. Et ce que je peux comprendre parfaitement. Moi, pour vous dire, la première fois que j'ai joué à Daybreak, on a joué donc à 2 pour la première partie, et on a gagné. Et c'est quelque chose qui, vraiment, sur un jeu coopératif, ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas de l'emporter sur la première. Pour moi, ça doit être difficile, au point de se demander si on va vraiment réussir sur les deuxième, troisième parties, tant c'est dur. Et c'est quelque chose qui doit être prépondérant, à mon sens, dans un challenge coopératif / solo. Mais j'y ai rejoué en solo, donc en solo vous avez une config spéciale, c'est-à-dire que vous n'avez pas de nation particulière, c'est vraiment un truc solo, un plateau solo avec une mise en place solo, et qui fonctionne très bien. Et la première, je me fais oblitérer en 2 manches. C'est comme ça. Et ça va vraiment dépendre, parce que la deuxième partie que j'ai faite à 2 joueurs, on a perdu, bref, ça va vraiment dépendre des cartes que vous allez piocher. Parce que parfois vous allez réussir à créer un moteur très efficace de pioche de cartes et de génération d'énergie, de retrait d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Mais parfois il n'y a rien qui va matcher. Et c'est comme ça que finalement la difficulté va se créer. À côté de ça, vous avez un petit paquet de cartes défis comme ça qui permettent de rajouter des objectifs supplémentaires pour rendre la partie plus dure ou plus simple, si vraiment vous trouvez ça trop dur. Bref, voilà, concernant la globalité de ce que je pense tout du moins de Daybreak. Je pense que c'est un jeu très original, qui me plaît beaucoup, il risque de décevoir, j'ai déjà vu certains d'entre vous être déçus, je l'ai lu surtout, par sa difficulté qui est variable en fonction de la pioche des cartes, ce que je comprends parfaitement. Moi, quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est clair que je l'aurais préféré beaucoup plus dur, beaucoup plus tordu. Ça n'est pas le cas, pour autant il me plaît énormément. C'est un jeu que j'adore, ce Daybreak. Il est là, parce qu'il apporte quelque chose de novateur, il apporte une thématique qui est vraiment bien travaillée. En plus de ça, c'est forcément d'actualité, hein, c'est un peu facile de dire ça, l'écologie c'est d'actualité, oui, c'est d'actualité. Mais vous avez un jeu original, joliment édité, coopératif, qui marche bien. J'ai pas grand chose de plus à dire. Et voilà les amis, ça sera tout avant que ce nouvel an ne vienne vous frapper en plein visage.
Si tu as apprécié cette vidéo, évidemment, like and subscribe, c'est la base, on commence bien cette nouvelle année, et puis voilà. Et puis voilà.